Un PDG milliardaire de la haute couture meurt après être tombé d'une falaise dans les montagnes espagnoles. Et le mystère a plané sur cette affaire pendant plus d'un an, jusqu'à aujourd'hui. De nouvelles photos semblent montrer un suspect en garde à vue, et l'identité de cette personne pourrait vous surprendre. Cela pourrait soulever plus de questions que de réponses. La mort du PDG était-elle vraiment un accident, ou s'agissait-il en réalité d'un coup fatal dans le monde des affaires? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Mango. Vous avez entendu parler de Mango? C'est énorme. C'est le deuxième plus grand détaillant de mode espagnol reconnu mondialement après Zara. À une valeur de 2,1 milliards de dollars, c'est selon Kantor.com. L'entreprise elle-même affirme avoir plus de 2900 magasins dans plus de 120 marchés à travers le monde. C'est énorme. D'ailleurs, vous connaissez peut-être même ce magasin. Peut-être y avez-vous déjà acheté quelque chose. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que le fondateur et PDG, dont la fortune est estimée à 4,5 milliards de dollars, est décédé il n'y a pas si longtemps. Et cela s'est produit d'une manière tellement tragique. Selon un rapport du média El Mundo, le 14 décembre 2024, Isaac Andic, âgé de 71 ans, s'est lancé dans une randonnée sur le sentier Les Fouchades. Il est situé dans les montagnes de Montserrat, en Catalogne, en Espagne. Désolé si je prononce mal certains noms ici, mais le comité de la montagne pour cette région indique que le sentier de 5,5 km est une randonnée de difficulté moyenne, donc ce n'est pas un sentier particulièrement difficile. Ce n'était apparemment pas la première randonnée du PDG, ce qui est important à considérer. Parce qu'à un moment donné pendant ce trajet, Isaac aurait glissé et fait une chute de 100 mètres, ce qui a déclenché une opération de secours d'envergure, avec hélicoptère et équipe de recherche et de sauvetage. Et malheureusement, Isaac est décédé sur place, ayant subi de multiples blessures à la suite de cette chute. Les autorités ont alors mené une enquête. Cela incluait l'analyse de la scène de la chute et des entretiens avec les témoins présents sur le sentier. Et le plus important de ces témoins était son fils Jonathan, qui apparemment l'accompagnait lors de la randonnée ce jour-là. Selon El Mundo, il a dit à la police avoir entendu des pierres tomber et vu son père dévaler la montagne en se retournant. Voilà le problème. Ces déclarations à la police auraient beau commencer à devenir incohérentes. Cela a d'abord été attribué au choc de Jonathan. Il aurait d'abord appelé sa compagne de l'époque avant de prévenir les autorités au moment où son père aurait chuté. Le mois suivant, les autorités ont jugé la mort d'Isaac accidentelle. Et l'affaire est restée ainsi pendant près de 3 mois. Mais ensuite, on arrive en mars 2025 et un tribunal espagnol a ordonné la réouverture de l'affaire parce que la police n'aurait pas terminé son rapport officiel. Et selon El Mundo, le tribunal recherchait des informations supplémentaires issues de leur visite sur les lieux, de l'analyse des données téléphoniques et des déclarations des témoins qu'ils avaient recueillies. La police aurait aussi réinterrogé Jonathan, le fils d'Isaac. En mai 2025, El Mundo a rapporté que la police maintenait officiellement sa théorie selon laquelle la chute d'Isaac était un accident. Après avoir examiné leur enquête et interrogé plusieurs fois Jonathan, ils ont agi ainsi. Au fait, un peu plus d'informations pour vous sur Jonathan. Comme il a travaillé en étroite collaboration avec son père chez Mango tout au long de son développement, en 2007, Jonathan a été un pionnier de Mangoman. C'était la première ligne de vêtements pour hommes de l'entreprise. En 2012, il siégeait déjà au conseil d'administration de Mango. Il est ensuite devenu vice-président. Et selon El Mundo, en 2014, Isaac avait délégué une gestion opérationnelle plus large à Jonathan. Mais apparemment, après 2 années consécutives de pertes, Isaac a décidé de écarter son fils de ses fonctions opérationnelles et de reprendre le contrôle. Et cette décision aurait tendu leur relation. Encore une fois, ce sont des informations rapportées. Nous n'en sommes pas certains. Avançons jusqu'en juin 2025, 6 mois après la mort de son père. Jonathan aurait démissionné de son poste de directeur de Mangoman, mais il est resté vice-président du conseil d'administration de Mango, concentrant davantage son attention sur les sociétés holding familiales. Cela inclut Punta Non Holding, qui est une société immobilière, et MNG Mango Holding, apparemment également gérée par les deux sœurs de Jonathan. Et selon Mango, cela faisait partie d'un plan continu de séparation entre la propriété et la gestion, initié en 2020 par Isaac lui-même lorsqu'il a nommé dans un nouveau PDG qui ne faisait pas partie de la famille. Mais il était clair que Jonathan, le fils aîné d'Isaac, aurait encore une grande part dans l'empire de son père. Au cœur de la tragédie, tout semblait continuer normalement côté affaires, selon les témoignages. Puis on passe directement à octobre 2025. El Mundo rapporte que l'enquête sur la mort d'Isaac est rouverte une seconde fois,
La police réanalysant le téléphone de Jonathan parce qu'il aurait remis aux enquêteurs un téléphone différent de celui qu'il utilisait le jour de la randonnée. La police aurait aussi examiné les propos incohérents de Jonathan sur la mort de son père. Nous ignorons s'ils le sont vraiment, c'est ce qui est rapporté, c'est l'allégation. Et je vais expliquer ce que cela signifie et ce que cela pourrait ne pas signifier dans un instant. Mais un autre média espagnol, El País, a rapporté qu'à l'époque, les enquêteurs avaient, je cite, découvert une série d'indices. Ce qui, pris ensemble, les avait amenés à s'éloigner de l'idée d'un simple accident et à envisager la possibilité d'un homicide. Le tribunal espagnol aurait aussi indiqué que l'affaire est considérée comme un possible homicide, sans qu'aucun suspect n'ait été officiellement annoncé. À l'époque, le porte-parole de la famille Andic a déclaré à El Mundo: la famille Andic n'a fait et ne fera aucun commentaire sur le décès d'Isaac Andic durant tous ces mois. Cependant, ils souhaitent exprimer leur respect pour la procédure qui a été menée et continueront à coopérer comme ils l'ont fait jusqu'à présent avec les autorités compétentes. Ils sont également convaincus que ce processus prendra fin dès que possible et que l'innocence de Jonathan Andic sera prouvée. Et alors que tout cela se passe, à l'automne 2025, El Mundo a rapporté que Jonathan Andic continuait de consolider son influence au sein de Mango MNG Holding grâce à son rôle de président. Gardez à l'esprit que la famille Andic contrôle 95% de Mango à travers ses sociétés holding, qui constituent l'héritage laissé par Isaac. En décembre 2025, pour le premier anniversaire de sa mort, les trois enfants d'Isaac lui ont rendu hommage dans une lettre. Une partie de cette lettre, publiée dans le média ARA, dit ce qui suit, ou ARA rapporte ce qui suit. Pour nous, sa famille, son plus grand héritage est personnel. Isaac était un père proche et aimant, un homme serein, attentif et sage. Il écoutait vraiment, célébrait les succès des autres et trouvait toujours du temps pour ses proches, peu importe leurs exigences. Rappelez-vous que l'enquête sur la mort de leur père était encore, selon certaines informations, en cours et qu'il pourrait s'agir d'un homicide. Nous avançons donc de 5 mois jusqu'à aujourd'hui, mardi 19 mai, et Jonathan aurait été officiellement arrêté par la police, plus précisément la police catalane, soupçonné d'homicide en lien avec la mort d'Isaac. Cependant, aucune accusation formelle n'a été confirmée au moment de cet enregistrement. Selon la BBC, Jonathan a ensuite comparu devant un juge à Martorell, qui se trouve dans la province de Barcelone, en Catalogne, en Espagne, en Catalogne, en Espagne. Le juge a ordonné une caution d'1 million d'euros, lui a fait remettre son passeport et exigera qu'il se présente chaque semaine au tribunal, selon El Mundo. Et selon El Mundo, Jonathan a pu payer sa caution. La famille Andic, par l'intermédiaire de son porte-parole, a réagi à l'arrestation dans un communiqué. Cela a été rapporté par la publication El Periódico. On peut y lire en partie, je cite, Jonathan est actuellement en train de faire une déclaration dans le cadre de l'enquête sur l'accident du 14 décembre 2024 en ce moment. Nous ne pouvons pas en dire beaucoup plus car l'enquête est sous scellé. Notre coopération a été et continuera d'être totale tout au long de ce processus. Un invité spécial, Jack Rice, avocat de la défense, ex-procureur et ancien officier de la CIA, m'accompagne pour analyser cela. Merci de prendre le temps. Qu'est-ce qui a changé ici? Comment en est-on passé d'un accident à une arrestation? Oui, c'est fascinant. Regardons la chronologie. Donc, si on remonte, on voit que cela s'est produit en décembre 2024 et ils ont gardé l'enquête ouverte pendant quelques semaines. Mais ensuite, en mars 2025, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé l'enquête. Et puis en mars 2025, ils l'ont rouverte. Cela montre qu'il y a eu un changement entre la fermeture et la réouverture. Ils ont temporisé là-dessus. Ce qu'il me semble, c'est que ça doit concerner des déclarations faites par Jonathan. Plusieurs séries de déclarations, et c'est ce qu'on entend. Rappelez-vous, il s'agit d'une enquête sous scellé, donc il est difficile de déterminer exactement ce qu'ils ont. Mais ce que nous savons, c'est qu'il y a eu plusieurs déclarations faites, car même la famille a reconnu qu'ils ont été transparents et qu'ils ont eu plusieurs conversations avec les autorités. Donc cela me dit qu'il a dû dire une chose puis en dire une autre. Et c'est là où nous en sommes. L'argument contraire serait, mais je n'ai pas tous les détails. C'est sans doute un événement incroyablement traumatisant. Et comment distinguer entre mon Dieu, il y a des déclarations incohérentes, ça paraît suspect, et le fait que si c'est un événement traumatisant, on pourrait mal se souvenir de certaines choses. Il se peut que vous ne reteniez pas certains détails correctement. Vous pourriez dire une chose à un moment donné, sous le coup de la panique et du stress, non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que, sur le moment, le récit se limitait à dire qu'il avait vu son père tomber plutôt qu'à penser qu'il pouvait s'agir d'un crime. Je pense que c'est une difficulté dès le début. Ouais,
Je vois moi-même la faiblesse dans cette affaire, car nous savons comment fonctionne l'esprit humain. Nous avons aussi constaté cela chez les victimes, qui perçoivent ce qui s'est passé, puis commencent à reconsidérer la véritable signification. Et nous avons constaté des incohérences. Et cela ne veut pas dire qu'il y a une sorte de complot. En réalité, il peut simplement s'agir d'un malentendu ou du traumatisme qui survient lorsque votre père tombe du flanc d'une montagne. Je veux dire, la réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est exactement cela. L'idée que Jonathan voit son père tomber du flanc d'une montagne et se fait une certaine idée, cela repose sur une tonne d'informations dont la plupart vous échappent et peut-être que certaines, vous les devinez. Et cela pourrait aussi être le cas dans cette situation. J'ai lu des choses sur les analyses médico-légales dans cette affaire, mais sans les détails. Je me rappelle avoir lu qu'il pourrait y avoir un problème avec les constatations médico-légales sur les lieux et que les déclarations ne concordent peut-être pas avec ces constatations. Que signifierait cela? Eh bien, je pensais la même chose concernant les blessures potentielles. Y avait-il autre chose? Y avait-il quelque chose dans l'organisme du père qui aurait pu changer cela? Y avait-il quelque chose concernant les blessures? Mais il faut se rappeler qu'une des difficultés avec cette approche, c'est que cela nous ramène à devoir réfléchir à l'incident lui-même. Il est tombé de plus de 90 mètres, donc le nombre de blessures dont nous parlons pourrait dépendre de tellement de facteurs différents. Et le problème, c'est aussi que c'était un sentier très fréquenté. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas comme si vous aviez un sentier vierge. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu deux personnes qui ont marché sur le sentier, puis plus personne n'a marché dessus après coup. Donc, d'un point de vue médico-légal, je pense à la médecine légale interne, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur du corps de Jonathan, en termes de ce qui se passe à l'intérieur du corps de son père, en ce qui concerne la toxicologie. Mais en ce qui concerne les blessures elles-mêmes, soyons honnêtes, les blessures pourraient être assez catastrophiques et il n'y a aucun moyen de dire si c'est avant ou après. Pour être clair, je fais des suppositions, mais c'est nécessaire. C'est différent si vous avez un cas où vous dites que quelqu'un, vous savez, a fait feu à ce moment-là, ou qu'il agissait en légitime défense. Et vous pouvez regarder la trajectoire des balles où la personne a été touchée et dire que cela ne correspond pas à un argument de légitime défense. Si vous parlez de quelqu'un qui tombe d'une falaise, il n'y a vraiment pas, et encore une fois, je le dis à titre d'hypothèse, je veux être clair, je n'accuse pas Jonathan d'avoir fait cela. Mais pour l'exemple, n'est-il pas impossible de savoir si quelqu'un a été poussé ou s'il est tombé et dans quelle direction son corps se trouvait? Je veux dire, à moins d'avoir des messages textes, une déclaration de témoin ou une vidéo, je suppose que c'est ça la difficulté et c'est ce que j'ai du mal à comprendre ici. Oui, j'ai du mal aussi parce que ce que je cherche, c'est le mobile, n'est-ce pas? Si tu cherches cette trace numérique, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit avant, une raison pour laquelle cela arriverait? Tu pourrais chercher ça, mais bien sûr, tu ne le vois pas. Franchement, en pensant à la médecine légale et aux milliers d'affaires traitées, j'examinerai notamment la présence de blessures défensives. En gros, j'ouvre grand mes mains et tu remarques des égratignures ou coupures, preuve que je les tiens vraiment en l'air. Mais voici encore notre problème, 320 pieds en bas du flanc d'une montagne. Tout ce que le corps du père touche en descendant pourrait être perçu. Si ses mains frappent quelque chose, il pourrait y avoir des blessures qui pourraient être perçues comme défensives, sauf qu'elles ne le sont absolument pas dans ce sens. Donc c'est compliqué quand on y pense comme ça. Et rappelez-vous, dans la loi espagnole, il y a une présomption d'innocence. C'est inscrit dans la Constitution. Il faut une preuve au-delà de tout doute raisonnable. La norme veut que l'État ait la charge de prouver que cela s'est produit. Et la présomption, c'est qu'il en est absolument innocent. En d'autres termes, c'est, et si je veux inverser l'analogie, une montagne très haute que l'État doit gravir pour prouver la culpabilité de Jonathan ici. Êtes-vous familier avec la loi espagnole? Les informations citées sont celles disponibles lors de l'enregistrement et de la diffusion. Eh bien, au moment où nous enregistrons ceci, je devrais le préciser. Donc Jonathan a été arrêté pour suspicion d'homicide, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de charge formelle confirmée. C'est bien ça? Comment devrions-nous envisager cette enquête en Espagne? Les autorités espagnoles et françaises traitent cela différemment, ce qui illustre un aspect intéressant des lois européennes. Vous vous rendez compte qu'il n'existe presque pas de véritable droit européen, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas le cas. Il y a l'Union européenne et la façon dont ils sont connectés financièrement. Mais leurs lois peuvent souvent être très différentes, même s'ils ont aussi des normes comme nous. Mais, dans ce cas précis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ouvert cette enquête puis ils l'ont mise sous scellé. Et donc, notre problème, c'est que nous n'en savons tout simplement pas assez.
Je veux dire, l'une des caractéristiques de la jurisprudence américaine, c'est que nous avons tendance, autant que possible, à être aussi transparents que possible. Les autorités espagnoles le font rarement, surtout pour les affaires très médiatisées. Soyons honnêtes, on parle d'une famille dont les ventes de mango l'année dernière se sont élevées à 4,4 milliards de dollars. Donc, la valeur de cette entreprise a en fait augmenté. Et le problème, c'est que c'est très médiatisé. C'est une question de père et fils. Le fils dirigeait en fait l'entreprise maintenant. Tous ces éléments ont un impact sur ce potentiel. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je pense qu'ils ont décidé de la placer sous scellé. Nous n'avons pas assez d'informations pour le savoir. Qu'en est-il de la caution d'1 million d'euros? Il a dû remettre son passeport. Il doit se présenter au tribunal chaque semaine. Il a pu payer sa caution. C'est, je suppose, comme ça que ça fonctionne là-bas. Qu'en penses-tu? Tu sais, c'est intéressant. Je suis partagé, tu vois. Parce que quand je regarde ce genre de situation, est-ce qu'il y a vraiment une raison de croire que Jonathan va fuir le pays ou qu'il va quitter l'Europe ou partir ailleurs? Oui, il a les ressources pour le faire. Mais si nous n'avons rien, absolument rien qui indique qu'il allait le faire, ma question serait, pourquoi exiger une caution? Si elle n'a pas à être fixée plus haut que nécessaire pour assurer sa présence et qu'il ne représente pas un danger, à quoi bon? Pourtant, cela arrive souvent, notamment aux États-Unis. Je veux dire, il y a ce cas récent au Texas où ce type s'est enfui, d'abord au Canada, puis en Italie. Sa caution a aussi été fixée à plus d'1 million de dollars. Il n'avait aucun antécédent, rien n'indiquait qu'il fuirait, mais il l'a fait. Donc ça peut arriver. J'ai déjà lu ça, mais pour y revenir, le porte-parole de la famille Handic a déclaré que Jonathan est actuellement en train de faire une déposition dans le cadre de l'enquête. Ils évoquent l'accident du 14 décembre 2024, précisant qu'il s'agit bien d'un accident et expliquant qu'ils ne peuvent pas en dire plus, car l'enquête est couverte par le secret de l'instruction. Notre coopération a été et restera totale tout au long de ce processus. Qu'est-ce que ça te dit entre les lignes? Transparence. Il a beaucoup parlé. Et ce qui se passe, c'est que ça me dit que je ne pense pas que l'accusation est beaucoup, mais je pense que ce qu'il a, c'est beaucoup de déclarations. Et donc, si vous avez été transparent tout au long de ce processus et que vous avez beaucoup parlé pendant ce processus, il regarde ce qu'il a dit le jour même, ce qu'il a dit une semaine plus tard, ce qu'il a dit après. Ce que nous savons, c'est qu'il a dit qu'il marchait devant son père et qu'il s'est retourné et a vu son père tomber de la falaise et il a entendu des pierres tomber ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'il a dit la première fois. La question est de savoir s'il a, d'une manière ou d'une autre, modifié son histoire de façon spectaculaire avec le temps. Ce qui me semble peu probable, curieusement, mais c'est possible. On ne sait tout simplement pas. Voilà le truc du point de vue du parquet, ils doivent prendre en compte la notoriété de ce gars. Ils doivent comprendre ce que cela signifie d'annoncer qu'il est détenu ou arrêté. C'est Mango, d'accord? S'ils n'ont pas suffisamment de preuves et disons qu'il est relâché, qu'il n'y a aucune accusation, c'est là que c'est différent d'arrêter n'importe qui. Je dois penser qu'ils ont une sorte de preuve suffisante à ce stade. Sinon, ils doivent connaître les conséquences de faire quelque chose comme ça. Même s'il n'y a pas d'accusation ou si l'enquête est abandonnée, on peut soutenir que sa réputation a été ternie. Je veux dire, le fait qu'il soit dans les médias pour un potentiel homicide de son père. Donc d'un point de vue du procureur, on n'avance pas avec ça à moins d'avoir quelque chose de significatif, non? J'ai envie de dire oui, mais j'ai aussi envie de dire qu'il y a une croyance, il y a un espoir. Commençons par ça. Il y a un espoir que nous soyons tous plus ou moins égaux aux yeux de la loi. Mais ce n'est pas toujours vrai. Je veux dire, toi et moi, on a vu ça au fil des années où certaines personnes célèbres reçoivent en fait plus d'attention. Nous avons vu ça. Nous avons vu des cas où, en fait, il y a des personnes célèbres qui semblent recevoir moins d'attention et s'en sortir grâce à leur notoriété. On dirait presque que cela dépend du parquet compétent pour décider qu'est-ce que je vais faire. Et pourtant, en même temps, si vous allez vous attaquer à l'une des familles les plus riches d'Espagne, c'est l'une des familles les plus riches, voire la plus riche d'Espagne. Ils valent des milliards et des milliards de dollars. Et pourtant, l'idée que vous allez aller de l'avant dans une affaire pareille avec peu ou pas de preuves médico-légales, du moins d'après ce que nous voyons, et sur la base de quelques déclarations, ces déclarations ont intérêt à être vraiment solides. Elles ont intérêt à être solides. Parce que sinon, je veux dire, les répercussions du fait qu'une famille décide de se tourner vers les autorités espagnoles et de demander qui a pris cette décision.
Parce que j'ai le sentiment qu'ils ne vont pas laisser tomber si cette affaire est classée. Ils vont remonter toute la chaîne de commandement pour savoir qui a réellement donné son accord. Que penses-tu de ces reportages? Juste encore quelques points à ce sujet. Je suis curieux d'avoir ton point de vue. Que penses-tu des informations selon lesquelles il aurait appelé sa compagne de l'époque avant d'appeler les autorités au moment où son père serait soi-disant tombé? Certains diraient que c'est suspect. Certains diraient tu paniques, tu ne réfléchis pas clairement. Bien sûr que tu vas d'abord appeler ta famille. J'ai déjà vu ça dans d'autres affaires, utilisées contre les accusés, et parfois je suis partagé. Quelle est ta position? Oui, je suis aussi partagé à ce sujet. Et en fait, je me dis que si mon père venait de tomber de 90 mètres, qu'il tombait dans le gouffre d'une montagne et qu'il atterrissait sur les rochers en bas, j'appellerais les autorités et ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que les autorités vont vraiment faire ici? Surtout quand je panique et que je me demande qui est-ce que j'appelle. J'appelle juste quelqu'un, au hasard, au 112 en gros, les services d'urgence en Espagne, en dehors de Barcelone. Et c'est ce que je vais faire. Où est-ce que j'appelle ma compagne? Où est-ce que j'appelle ma mère? Où est-ce que j'appelle ma sœur? Ou bien j'appelle ceux que j'aime pour leur dire, mon Dieu, voyez ce qui est arrivé dans nos vies. Je pense que, pour moi, ça ne me paraît pas déraisonnable pour quelqu'un qui dirait « Je suis face à une urgence ». Est-ce que je vais appeler un parfait inconnu avec mon téléphone, composer le 911 et dire « Laissez-moi vous parler de ce problème que je ne peux pas résoudre et que vous ne pouvez pas résoudre » Ou est-ce que je vais appeler les personnes qui comptent le plus pour moi pour leur dire « Qu'est-ce qu'on fait ?» Ouais, oui, je veux dire, c'est un bon point. Et on a aussi cette idée qu'il aurait apparemment donné aux enquêteurs un téléphone différent de celui qu'il a utilisé le jour de la randonnée. C'était en octobre 2025 quand l'enquête a été rouverte une seconde fois. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de louche ou s'il avait juste un autre téléphone. Il en a acheté un nouveau. Et j'essaie aussi de mieux comprendre l'entreprise. Par exemple, jusqu'où vont-ils dans l'analyse de l'entreprise, de sa dynamique et de son rôle de dirigeant? J'ai déjà mentionné cela auparavant. Isaac, en 2014, avait délégué une autorité de gestion plus large à Jonathan. Ensuite, après des années de pertes, il retire son fils de son rôle opérationnel. Mais c'était il y a 10 ans, non? C'est comme si ça s'était passé 2 mois avant ou 2 semaines avant. Je me demande à quel point l'entreprise serait sous surveillance en ce moment. Oui, je pense que ça aurait du sens pour moi. Et il va y avoir une question de pertinence ici, non? Et si on y réfléchit d'un point de vue juridique, il y a une question de pertinence à ce sujet. Ce que vous pourriez faire, c'est dire qu'il y a d'une certaine manière un lien concernant cette entreprise. Peut-être que c'est lié à sa direction. Peut-être concernant la façon dont Jonathan dirigeait ou échouait à diriger l'entreprise ou ce qui se passait. Cela voudrait dire, sur cette base, alors je peux comprendre pourquoi Jonathan a fait cela. Mais si vous ne pouvez pas établir ce lien, si vous ne pouvez pas faire ce rapprochement, alors l'accusation peut avoir du mal à dire que cela est sans importance. Et oserais-je le dire, depuis l'incident, la croissance de cette entreprise a été d'environ 11,5%, 12%. Sa valeur est en fait en train d'augmenter. Nous réfléchissons à la signification. Est-ce pertinent? Probablement pas, mais peut-être que oui, si vous pouvez trouver un moyen. Mais je pense que si vous êtes le procureur dans cette affaire, l'autorité de poursuite, et que vous devez aller aussi loin pour relier tout cela, c'est que c'est un dossier fragile, ce qui me dit qu'ils doivent avoir une déclaration, ils doivent avoir autre chose. Maintenant, en ce qui concerne le téléphone, c'est une question intéressante. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis européens qui ont de toute façon plusieurs téléphones. Et ils ont de toute façon plusieurs cartes. Et ils insèrent et retirent des cartes de leur téléphone en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Donc, parfois, l'idée que quelqu'un qui a un téléphone personnel dirige aussi une entreprise valant plusieurs milliards de dollars, le fait qu'il ait un, deux ou trois téléphones ne me choque pas particulièrement. Je veux dire, j'ai plusieurs téléphones que j'utilise à titre personnel et professionnel et je les garde et je connais beaucoup de gens qui font pareil. Et ce n'est pas surprenant aux États-Unis. C'est encore moins surprenant quand il s'agit de l'Europe, que je sois en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie ou ailleurs. Jack Rice, tu m'as donné matière à réflexion. Je préfère attendre et voir comment cela évolue. Merci d'avoir pris le temps, ton analyse et expertise sont excellentes. Merci encore, mon ami. Merci mon ami. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre, rendez-vous sur X et Instagram ou retrouvez-moi dans mon émission sur News Nation Jesse Weber Live du lundi au vendredi à 23 h, heure de l'Est.
See you next time, everybody.